Ça s'est passé il y a 2 ans, et rien que d'y penser, ça me met encore mal à l'aise. Mon mari, notre fille de 2 ans à l'époque, et moi, avons déménagé dans le Tennessee pour repartir à zéro. On était tous épuisés après le long trajet, et on voulait juste sortir les matelas de la voiture. Mes parents, qui vivaient déjà dans l'état, nous aidaient à décharger. Naturellement, tous les voisins de notre immeuble sont sortis nous saluer. C'est là qu'on a rencontré Ben. Dès le départ, j'ai eu un mauvais pressentiment à son sujet. Notre fille, qui aujourd'hui encore est bien trop sociable avec les inconnus, s'est cachée derrière mon mari en grimaçant. On a échangé quelques banalités, mais on s'est surtout concentré sur le déménagement plutôt que de discuter avec les voisins. Mon père m'a raconté plus tard qu'en revenant vers le camion, il avait surpris Ben en train de fixer notre fille. Mon père l'a directement confronté et comme Ben a nié, mon mari lui a finalement demandé de s'en aller. Plus tard dans la soirée, alors qu'on rangeait encore nos affaires, notre fille dormait chez mes parents. Il devait être 22h30 quand quelqu'un a frappé à la porte. Pensant que c'était la pizza que j'avais commandée, mon mari a ouvert. C'était Ben. Il nous a demandé s'il pouvait nous aider. Qu'il se pointe chez nous si tard, même en tant que voisin soi-disant amical, c'était franchement louche. Avant même qu'on ait le temps de lui dire de dégager, il a exigé une cigarette. Non seulement c'était un bizarre, mais en plus il était mal poli. Aucun de nous ne fumait, et quand on le lui a dit, il s'est mis à crier et à hurler sur mon mari en frappant contre le mur. Il était complètement dérangé. Heureusement, notre propriétaire habitait juste en face à l'époque et il est sorti pour l'engueuler. Quand Ben est reparti en râlant, le proprio nous a expliqué que Ben était le cinglé de la résidence, qu'il avait des problèmes mentaux et qu'il était inoffensif tant qu'il prenait ses médicaments. Super rassurant pour notre première nuit. Après ça, la vie a repris son cours et on a pu s'installer sans trop d'accrocs. On avait des horaires de boulot décalés, parfois de nuit. Quand je rentrais vers minuit, je voyais souvent Ben dehors, debout à regarder l'immeuble. Il me fixait sans rien dire. Je faisais semblant de rien, trop crevé pour m'en préoccuper. Il me demandait toujours une cigarette. Mon mari m'a dit qu'il faisait pareil avec lui. On a commencé à décaler nos horaires juste pour qu'il ne nous croise plus, et ça a fonctionné, pendant un temps. Mais ensuite, Ben s'est mis à nous embêter aussi en journée, pendant nos jours de repos. Quand on allait au parc ou en montagne avec notre fille, Ben nous demandait s'il pouvait venir avec nous. Il disait qu'il adorait les enfants et qu'on pouvait lui faire confiance avec notre fille. J'aurais dû laisser mon mari lui coller son poing dans la figure à ce moment-là. Quand on est rentré, il était assis sur notre place de parking. Il a dit qu'il surveillait pour que personne ne s'y gare. Il a ensuite voulu prendre notre fille dans ses bras et elle s'est mise à hurler en s'accrochant à moi. Je l'ai aussitôt rentrée à la maison. Mon mari, lui, a explosé et lui a enfin dit clairement de nous foutre la paix. On a prévenu le propriétaire, mais il a sorti l'excuse des problèmes mentaux, une fois de plus. Je comprends qu'un trouble mental, c'est sérieux, mais là, c'était du harcèlement et ma fille était terrorisée. Elle ne voulait même plus sortir de peur de croiser le monsieur méchant qui la regardait tout le temps. Un autre voisin m'a dit qu'il avait surpris Ben en train de mater des jeunes filles en maillot de bain à la piscine. Il l'avait chassé avec un autre voisin. Il l'avait signalé au proprio, mais bien sûr, rien n'avait été fait. 1 mois plus tard, Ben avait disparu. Plus de Ben dehors. Plus personne ne l'avait vu. On a pensé qu'il avait déménagé. Tant mieux. On réfléchissait à s'installer chez mes parents le temps d'économiser pour une vraie maison. Un soir, je suis rentrée du boulot plus tôt que prévu. Mon mari était en déplacement et ma fille chez mes parents. J'ai décidé de me poser et de jouer à Saints Row 4 pour me détendre après une journée de 11 heures. J'étais bien dans le jeu quand on a frappé à la porte. Il devait être 22 heures. Si quelqu'un venait aussi tard, il m'aurait appelé ou envoyé un message. Avant même que j'atteigne la porte, la poignée s'est mise à trembler violemment. J'ai entendu Ben hurler « Ouvre, laisse-moi entrer, bordel !» Il s'est mis à cogner, puis à se jeter contre la porte en hurlant comme un fou. J'ai pris mon téléphone, le couteau le plus aiguisé de la cuisine, et je me suis cachée dans le placard. Oui, cliché, mais ça me laissait au moins une distance s'il entrait. J'ai appelé la police. Ils m'ont dit que d'autres voisins avaient aussi appelé. Je n'ai quitté le placard que lorsque j'ai entendu les sirènes et des voix dehors. En ouvrant, j'ai vu un policier clouer Ben au sol. Le propriétaire, lui, gueulait sur le flic pour qu'il le relâche, et il est même allé jusqu'à le pousser. Résultat, les deux ont été arrêtés. Tous mes voisins ont confirmé ma version et ont ajouté leurs propres témoignages. Ma gentille voisine d'église a appelé mon mari et mes parents pour les prévenir. Elle m'a même accueilli chez elle pour la nuit, mais je n'ai pas fermé l'œil. Je croyais entendre les cris et les coups de Ben sans arrêt.
Il s'est avéré que Ben était un délinquant sexuel enregistré. Apparemment, le propriétaire le savait, mais acceptait de l'héberger contre de l'argent versé par la famille de Ben. Voilà pourquoi personne n'avait jamais rien fait. Et oui, Ben prenait bien des médicaments, mais il n'en avait plus pris depuis des mois. Il a raconté aux flics que notre fille était la sienne, qu'on l'avait kidnappée et que j'étais sa maîtresse. C'est dingue, non? D'après ce qu'on sait, Ben a été placé en institution. Peut-être en prison, peut-être en hôpital psychiatrique. Le proprio a été viré et les voisins l'ont chassé de la ville. Bon débarras. On nous a proposé 3 mois de loyer gratuit, mais c'en était trop. On a vendu nos affaires et on est allé vivre chez mes parents. Aujourd'hui, on a une maison et notre fille n'a plus peur de sortir. Et oui, on a bien vérifié tout le voisinage cette fois. Cette histoire se passe au début des années 1990. J'avais 10 ou 11 ans à l'époque, et ma famille et moi vivions dans une zone rurale près de Kansas City. Aujourd'hui, cet endroit est très différent, mais dans les années 90, c'était encore très campagne. La route sur laquelle on vivait était en gravier, et la circulation y était très rare. En général, seuls les gens du coin y circulaient, et il n'y avait que quelques maisons dans notre rue. Juste en face de chez nous, il y avait un immense champ de maïs, avec quelques arbres près de la route. D'autres garçons de mon âge habitaient dans le quartier, et on s'est dit que ce serait sympa de construire une cabane ou un genre de fort. J'étais de l'autre côté de la rue presque tous les jours, et mes copains venaient souvent chez moi avant qu'on aille jouer ensemble dans notre cabane. Imaginez un peu la scène du téléfilm Ça de Stephen King, celui de 1990, quand le club des ratés construit un barrage dans la rivière. Eh bien, c'était exactement ce genre d'ambiance. Un jour, alors que j'étais de l'autre côté de la rue avec un de mes amis, on a remarqué une petite voiture bleue qui circulait lentement sur notre route. Bon, vu que c'était une route étroite et en gravier, c'était pas totalement inhabituel que les gens roulent lentement, mais cette voiture-là allait vraiment lentement. Le conducteur tournait souvent la tête pour nous regarder. Il me fixait surtout moi, chaque fois qu'il passait. Je l'ai vu faire ça 2 ou 3 fois dans l'après-midi, mais à ce moment-là, je me suis dit qu'il était peut-être curieux de voir notre cabane, ou qu'il était juste perdu, et qu'il allait peut-être s'arrêter pour demander son chemin. Puis mon ami est rentré chez lui, et je suis restée seule. Peu de temps après, j'ai revu la même voiture bleue, mais cette fois, elle s'est arrêtée. Le conducteur est resté là, elle me fixait, et là j'ai ressenti un gros malaise. Je connaissais bien la règle du « ne parle pas aux inconnus », même à cet âge-là. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Les mots de mon père me sont revenus en tête. « Si un inconnu essaie de t'attraper, tu cours aussi vite que tu peux et tu cries de toutes tes forces. » J'ai commencé à réfléchir à la direction dans laquelle je pourrais courir. Si je partais dans le champ de maïs, j'aurais des kilomètres à parcourir dans toutes les directions, sans aucun endroit où aller. Si je voulais retourner à la maison, il fallait traverser la rue, et donc passer juste devant la voiture de ce type. J'étais terrifiée. Mon cœur battait à toute vitesse pendant que j'essayais de décider ce que j'allais faire. Et puis j'ai vu l'homme se pencher pour attraper quelque chose. Je n'ai jamais su ce que c'était, mais mon instinct m'a dit que si je ne courais pas tout de suite, je n'allais jamais m'en sortir. Il a entrouvert la portière. Je savais que mon père était à la maison. Alors j'ai décidé de prendre le risque. J'ai compris que j'allais devoir passer devant la voiture pour rentrer, alors j'ai commencé à courir à toute allure, longeant la route dans le sens opposé à celui où la voiture était tournée. Du coin de l'œil, j'ai vu que le gars refermait sa portière et passait la machine arrière. Si j'avais été 1 seconde plus lent, je ne serais probablement plus là pour raconter tout ça. Le coffre de sa voiture m'a frôlé de justesse pendant que je fonçais dans mon allée, hurlant de toutes mes forces. Mon père est sorti en courant, alerté par mes cris. Quand je me suis retournée pour lui montrer l'homme, il avait disparu. Tout ce qu'on voyait, c'était le nuage de poussière que la voiture laissait derrière elle en s'éloignant à toute vitesse sur la route de gravier. Cette nuit-là, j'ai fait un cauchemar. Je courais sur une route sans fin, haletant, en sueur, terrifié. Je regardais derrière moi et je voyais la voiture bleue se rapprocher, encore et encore. Je me suis réveillée en hurlant. Mes parents m'ont entendu. Apparemment, je criais pendant mon sommeil. J'ai dû dormir dans leur chambre pendant un bon moment. Les terreurs nocturnes ont fini par s'arrêter, mais j'ai jamais oublié cette journée. C'était il y a presque 20 ans maintenant, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Je suis persuadée que cet homme dans la voiture bleue, c'était un des monstres dont les parents nous parlent quand on est enfant. Si j'avais pas couru comme je l'ai fait, je ne serais sans doute plus là aujourd'hui. Parfois, j'entends parler d'enfants disparus dans ma région, à l'époque des années 90, et je me demande si ce gars-là n'avait pas quelque chose à voir avec ça. Je ne le saurais peut-être jamais, mais je comprends aujourd'hui pourquoi mon père m'a toujours répété de courir et de crier. Et moi aussi, je compte bien dire la même chose à mes enfants un jour.
Cette histoire est arrivée à ma mère, qui vivait à l'époque en Chine avec ses parents et son petit frère. C'était en plein hiver. Les températures étaient tombées largement en dessous de zéro et la neige recouvrait le sol en couches épaisses. Il devait être environ 22 heures quand ma mère a terminé ses cours. Il faisait déjà nuit noire. Il faut savoir qu'en Chine, il est tout à fait normal que les jeunes élèves rentrent seuls à pied, sans parents ni accompagnateurs. Environ 10 minutes après être descendue du bus, ma mère a commencé à traverser un vieux marché pour rentrer chez elle. À cette heure-là, le marché était complètement désert. Il n'y avait aucun réverbère non plus, donc elle avait du mal à voir où elle mettait les pieds. Mais elle connaissait bien le chemin, elle l'avait déjà pris de nombreuses fois. Mais ce soir-là, ma mère a eu le sentiment étrange que quelqu'un se cachait dans l'obscurité du marché. Elle a essayé d'ignorer ce ressenti, mais l'appréhension persistait. Elle continuait d'entendre ses pas crisser dans la neige, jusqu'au moment où elle s'est arrêtée. Et là, elle a clairement entendu une deuxième paire de pas dans la neige derrière elle. Elle a paniqué intérieurement, mais a continué d'avancer comme si elle n'avait rien remarqué. Elle s'est dit que c'était peut-être un autre étudiant qui rentrait chez lui, ce qui serait logique, mais ça ne l'a pas empêché d'accélérer le pas. Et plus elle accélérait, plus les pas derrière elle s'accéléraient aussi. Ma mère n'a plus supporté la peur. Elle a commencé à courir, mais la neige épaisse rendait sa course difficile. Elle a jeté un regard rapide derrière elle, et elle a vu la silhouette d'un homme grand, à seulement quelques mètres d'elle, qui se rapprochait rapidement. Il ne portait même pas de manteau, malgré le froid glacial. À cause de l'absence d'éclairage, ma mère n'a pas pu distinguer grand-chose d'autre. Mais ce n'est pas ça qui l'a le plus effrayée. En courant, elle a fini par atteindre une zone faiblement éclairée par une vieille lampe fixée au mur d'un stand de marché. Quand elle a osé se retourner à nouveau, elle a vu que l'homme tenait une grande planche de bois dans la main. Terrifiée, elle a continué de courir, refusant de se retourner encore. Et c'est là qu'elle a aperçu un lampadaire au bout d'une petite rue. Par chance, un jeune couple arrivait justement dans sa direction. Rassemblant ses dernières forces, ma mère s'est précipitée vers eux et s'est effondrée dans leurs bras. En larmes, sous le choc, elle a essayé de leur expliquer ce qui venait de se passer. Mais entre-temps, l'inconnu avait disparu. Il se trouve que le couple habitait le même immeuble que ma mère et qu'il connaissait bien mon père. Ils l'ont raccompagné jusqu'à son appartement et a raconté à mon grand-père où il l'avait retrouvé. Après leur départ, ma mère n'a pas cessé de pleurer, encore sous le coup de la peur. À partir de ce jour-là, mon grand-père allait la chercher chaque soir à l'arrêt de bus pour qu'ils rentrent ensemble. Ma mère n'a jamais su qui était cet homme, ni ce qu'il lui voulait, et heureusement, elle ne l'a jamais revu. Cette histoire me rappelle un événement qui remonte à plus de 20 ans. C'était vers la seconde moitié de 1998. J'avais décroché un poste de vigile dans une usine qui fabriquait des blocs de béton. Je travaillais en rotation sur 3 horaires, 16h à minuit, 19h30 à 3h30 ou minuit à 8h du matin. Le créneau de 19h30 était prévu pour assurer une double présence sur place, donc entre 19h30 et minuit, on était toujours 2. La plupart du temps, c'était un boulot de routine, franchement ennuyeux. On faisait nos rondes, on notait les anomalies et on regardait un minuscule écran qui affichait les caméras de vidéosurveillance. Le job était calme, sans souci. Je travaillais, j'économisais. J'avais acheté une voiture et je comptais déménager vers mars 1999. J'avais donné mon préavis et je me préparais à traverser le pays. C'est là qu'ils ont embauché mon remplaçant, un homme réservé nommé Calvin. Pour sa formation, il a été affecté aux 3/4 de nuit. Il bossait en ombre, seul parfois, histoire de s'habituer au rythme nocturne de l'usine. La plupart du temps, il bossait avec moi et Amira, une autre agente de sécurité de mon âge. J'avais 18 ans à l'époque. Calvin avait une dizaine d'années de plus que nous. Il était poli, discret, mais quelque chose clochait. Tu sais, chez les gens vraiment gentils, il y a une sorte d'étincelle naturelle. Chez lui, elle n'était pas là. Quand il faisait sa ronde avec moi, il posait des questions sur le boulot, engageait la conversation, mais il avait des rires bizarres ou changeait de ton en plein milieu de phrase. À l'époque, j'ai mis ça sur le compte de la timidité sociale. Je pensais que ça passerait. Et un soir, vers la fin de sa première semaine, il est parti en ronde avec Amira. Quand ils sont revenus au poste, j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Amira, qui d'habitude était très bavarde, ne disait presque rien. Quand Calvin est allé aux toilettes, je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle m'a raconté que tout allait bien jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la brass mill, une section de l'usine qui ferme vers 18h. En général, il n'y a plus aucun employé à cette heure-là et les lumières sont coupées. Ils étaient en train de monter un escalier vers le point de contrôle quand l'ambiance a basculé. Amira s'est retournée et il était juste derrière elle, à quelques centimètres. Surprise, elle a reculé jusqu'à la rambarde de métal. Et là,
Il s'est penché vers elle, le visage tout proche. Il lui a soufflé quelque chose de flirt, d'un ton très bas. Quand elle lui a rappelé qu'il portait une alliance, il lui a répondu « C'est bientôt fini ». Après ça, j'ai fait toutes les rondes avec Calvin, à chaque fois. Il n'y a pas eu d'autre incident, mais j'ai tout de même laissé un mot à notre superviseur pour lui signaler ce qui s'était passé. Et le lendemain, Calvin ne s'est pas présenté. J'ai fait mes rondes pendant qu'Amira restait au bureau. Et le soir suivant, mon avant-dernier jour, j'ai trouvé Amira complètement paniquée. Elle venait d'apprendre pourquoi Calvin n'était pas revenu. Il avait été arrêté pour le meurtre de sa femme. Et il l'avait démembré, puis brûlé. Des parties de son corps avaient été retrouvées dans un étang à moins d'1 kilomètre de notre usine. Amira a même appelé la prison pour vérifier qu'il était toujours détenu. D'après les dates, il avait commis le meurtre plusieurs mois avant même de commencer à travailler avec nous. Cette histoire ne m'est pas arrivée personnellement. Elle est arrivée à 2 de mes cousines et elles m'ont donné la permission de la raconter. Alors je vais la partager, de leur point de vue. Je m'appelle Léa et cette histoire s'est produite en avril 2016. J'avais 29 ans à l'époque. J'habitais à Atlanta, en Géorgie. En avril, ma cousine, que j'appellerai Kate, et moi voulions partir en vacances dans les Caraïbes, mais nous ne voulions pas aller dans les destinations touristiques classiques comme les Bahamas, la Jamaïque, la République dominicaine ou Porto Rico. Alors nous avons choisi une île moins connue, appelée la Dominique. C'est une petite île située entre la Guadeloupe et la Martinique, avec une population d'environ 72 000 habitants. Nous avons réservé un Airbnb en pleine campagne, à environ 30 minutes de la capitale. Les 2 premières semaines se sont très bien passées. Nous avions loué une voiture et l'Airbnb était parfait. Il était proche de la plage, c'était l'escapade idéale dont nous avions besoin. Nous avons exploré l'île, visité plusieurs cascades et même sympathisé avec quelques habitants du village où nous logions. Mais au 2e jour de la 3e semaine, quelque chose d'horrible s'est produit. Un après-midi, nous avions décidé de ne pas sortir et de rester à la plage à côté, avec les locaux. Plus tard, quand les gens ont quitté la plage pour rentrer chez eux, Kate voulait retourner à l'Airbnb, mais j'ai décidé de rester un peu plus longtemps seule pour profiter du calme. Je me suis allongée sur le sable, les yeux fermés, et j'ai savouré la tranquillité. Je me suis probablement assoupie, car quand j'ai rouvert les yeux, il faisait déjà nuit. Je me suis alors dit qu'il était temps de rentrer. Quand je suis arrivée à l'Airbnb et que j'ai sorti mes clés pour ouvrir la porte, 2 hommes masqués ont surgi des buissons et ont commencé à me frapper avec des matraques. L'un d'eux m'a même lancé une pierre alors que j'étais déjà à terre, me faisant hurler de douleur. Kate est sortie en courant pour m'aider, mais les hommes l'ont maîtrisée elle aussi. Ils ont ensuite couru dans la maison et l'ont mise à sac. Heureusement, quelques voisins ont vu ce qui se passait et sont venus à notre secours. Mais les agresseurs avaient déjà pris la fuite. Ils avaient volé mon ordinateur portable, mon téléphone et mon portefeuille. Par chance, nos passeports n'ont pas été volés. Nous saignions toutes les deux assez abondamment. À un moment donné, j'ai cru que j'allais perdre connaissance. La police est finalement arrivée, et après avoir reçu les premiers soins, nous avons raconté ce qui s'était passé. Ils étaient sous le choc. La Dominique est d'ordinaire un pays plutôt sûr. 2 villageois nous ont emmenés à l'hôpital, situé dans la capitale, Roseau. Nous avons dû y rester un certain temps car nos blessures étaient assez graves. Nous avons même dû reporter notre vol du retour. Heureusement, nous sommes sortis vivantes de cette terrible épreuve. À ma connaissance, les 2 hommes qui nous ont attaqués n'ont jamais été retrouvés. Cet événement a laissé des séquelles profondes à Kate et à moi. Pourtant, j'aime toujours la Dominique, et j'aimerais bien y retourner un jour. Mais la prochaine fois, je serai bien plus prudente.